Bonjour. Alors, je vais aujourd'hui continuer le cours sur les séries numériques. Alors, ce cours, évidemment, contient d'autres chapitres, mais nous sommes toujours dans le chapitre sur les séries numériques. Nous allons continuer. Nous abordons ce sous-chapitre donc, de l'associativité, la commutativité pour les séries. D'abord, l'associativité. Alors, lorsqu'on a une série numérique, parfois, il est utile de regrouper les termes pour avoir une nouvelle série numérique dont l'étude est un peu peut-être plus simple. Alors, regrouper les termes, ça correspond à, donc par exemple, si vous voulez, quand on a la série sigma UN, prendre la série Vn qui consiste à regrouper U2n plus U2n plus 1, par exemple, cet exemple. Alors, d'une manière générale, si on a une fonction ou une application strictement croissante de n dans lui-même, telle que phi de 0 égale 0, à partir d'une série numérique, on peut fabriquer, si je peux m'exprimer comme ça, la nouvelle série qui consiste à regrouper les termes de l'indice phi de n plus 1 jusqu'à l'indice phi n plus 1, phi de n plus 1. Puisque phi est croissant, ceci a un sens. Alors, dans ce théorème, il nous dit que si la série est convergente, alors cette nouvelle série sigma de Vn est aussi convergente et a même somme. Alors, juste pour voir, je vais regarder ce que ça donne si vous prenez l'application phi n égale 2n. Donc Vn, ça correspond à U indice phi n plus 1 plus U phi de n plus 1, comme la définition la décrit du paquet. Et donc ça c'est U1 plus... alors V0, c'est U1 plus U2, etc. D'une manière générale, Vn est égal à U2n plus 1 plus U2n plus 2. Vous voyez donc qu'on regroupe un terme impair et le suivant qui est pair. Ça donne une nouvelle série. Bon. Alors regardons donc ce théorème. Je répète, si sigma de n est convergente et de somme S, on définit ce paquet de regroupement à l'aide d'une application strictement croissante de n dans lui-même, telle que phi de 0 égale 0. Alors la série sigma de Vn est convergente et a même somme. La démonstration. Si vous prenez la somme partielle correspondant à la série sigma de UK, sigma de UN, donc la somme partielle Sn, et à Vn, le nouveau terme général, Vn est un paquet défini par l'application phi. Alors, sa somme partielle, je l'appelle Tn, et donc c'est la somme, en revenant à la définition de Vn, c'est la somme de k égale 1 jusqu'à phi n plus 1. Et ça, évidemment, c'est S phi n plus 1. Et comme phi est croissante, ça, c'est une suite extraite de Sn. On a supposé que sigma de n converge, donc Sn admet une limite, et par conséquent, sa suite extraite aussi admet une limite, et donc Tn admet une limite, et la série sigma de Vn est convergente, et elle admet une limite, pas n'importe laquelle, la limite de Sn, puisque c'est une suite extraite, donc elle a, Sn et Tn ont la même somme. Alors, on peut remarquer la chose suivante. Nous avons dit, si elle converge sigma un, cette suite extraite converge. Et en même somme. Et qu'est-ce qui se passe si la série sigma de n diverge? Est-ce qu'on a la divergence de sigma Vn? Ça, c'est une question. Eh bien, on prend par exemple un égale moins 1 à la puissance n, qui est divergente, la série sigma un, puisque le terme général ne tend pas vers 0. Mais regardons, avec cet exemple de phi de n, le paquet Vn est 0, puisque, comme je vous ai expliqué sur l'exemple, rappelez-vous, Vn est égal à la somme d'indices impairs plus la somme de Un d'indices impairs plus l'indice suivant qui est pair. Par conséquent, ici, si vous faites ça, vous avez la somme de moins 1 et 1 égale 0. Donc Vn constamment égal à 0, la série sigma de Vn, par regroupement, est la série nulle et elle converge.
mais sigma de n diverge. Alors donc, on ne peut pas dire sigma de n diverge, alors la sigma de n diverge aussi. Cependant, on a le cas très important et intéressant suivant. Donc, voilà le cas que j'ai ici. Alors, on suppose d'abord, voilà, ici, ce qui ne marche pas, c'est un ne tombe pas vers 0, dans l'exemple que je viens de donner, moins à la puissance n. On prend une suite un qui tend vers 0. Phi, comme toujours, une application strictement croissante vérifiant phi de 0 égale 0. Ça, c'est juste pour ne pas oublier des indices. Donc, on commence phi de 0 égale 0. Bon. Et elle est strictement croissante, pour avoir une série de termes générales qui commence par 0. Alors, ce que l'on suppose, donc, cette condition-là, est phi de n plus 1 moins phi de n, c'est le nombre de termes dans le paquet Vn. C'est-à-dire combien on fait dans un regroupement. Voilà Vn. Ce Vn, le nombre de termes regroupés est égal à phi de n plus 1 moins phi de n. Donc le théorème impose la condition si le nombre de termes par paquet ne dépasse pas une valeur donnée. Il est majoré. Dans ce cas-là, la série sigma de n initiale et la série sigma de Vn définie par regroupement sont de même nature. Alors la démonstration, nous avons vu que la convergence de sigma de n implique la convergence de sigma de Vn. Donc il suffit maintenant de démontrer que sigma de n diverge implique aussi sigma de Vn diverge avec ces conditions que nous avons ajoutées. Alors supposons que sigma de n diverge. Alors évidemment, chaque entier n peut être mis comme indice entre phi de n' et phi de n' plus 1, puisque phi est croissante. Par hypothèse, il existe un P tel que qui majore le nombre de termes d'un paquet, c'est-à-dire phi de n' plus 1 moins phi de n' inférieur à P, quel que soit n'. Alors maintenant, je considère Sn moins S phi de n'. Alors ce sera donc, à cause de ça, nous aurons donc Sn moins S phi de n' est égal à ça, qui est inférieur, nombre de termes inférieur à P, évidemment, parce que vous avez n compris entre phi de n' et phi de n' plus 1, et cette différence est inférieure à P comme nous avons supposé. Alors, puisque n tend vers 0 à tout epsilon, je peux associer un nu tel qu'à partir de nu, vous avez une valeur absolue de n est inférieure à epsilon, et donc, pour tous ces termes, si n est supérieur à nu, vous avez ça, inférieur à epsilon, et par conséquent, quand vous rajoutez le nombre de termes qui est ici, ceci, inférieur à valeur absolue de ça, etc., jusqu'à celle-ci, donc ça sera inférieur à P que multiplie epsilon sur P égale à epsilon. Donc ce qui donne, ceci est inférieur à epsilon. Cela montre que Sn et S phi de 1 tendent vers la même, tendent vers 0, et par conséquent Sn et la somme partielle S phi de n', tendent, qui est Tn' moins 1, comme on l'a vu précédemment. Donc Tn' moins 1 ou Tn' et Sn ont la même limite. Et donc, si la limite sigma de n diverge, ça veut dire que celle-ci, sigma de n, diverge aussi. Alors, pour la commutativité maintenant. Alors, quand on a une série sigma de n, on construit les sommes partielles dans un ordre U1 plus U2, etc., plus UN. Bon. Si vous prenez par exemple cette suite, cette série que vous voyez ici,
et vous ne respectez pas cet ordre. Vous prenez des sommes partielles dans n'importe quel ordre. Par exemple, vous ne choisissez que les termes qui sont d'indice impair. Alors, vous aurez la somme partielle sera 1 plus 1 tiers, etc. Tous les nombres positifs jusqu'à 1 sur 2, 1 plus 1. Et évidemment, cette somme partielle tend vers l'infini. Et la série, elle diverge. Alors, c'est ça l'idée. Donc, si on fait la sommation dans un ordre différent. Alors, définition. Sigma du n une série et f une bijection de 1 dans lui-même. La série de termes général u phi de n est dite déduite de la première par changement de l'ordre des termes. Donc, on va faire la sommation uf de 1 plus uf de 2, etc. Qui n'est pas forcément l'ordre que l'on a l'habitude de faire. Par exemple, f de 1, ça peut être 10, f de 2, ça peut être 1000, etc. Donc, vous avez la sommation d'un ordre différent. Plus il y a de bijections de n vers n, plus il y a de changements, de sommation dans un ordre différent. Alors, il se pose la question, est-ce que ces deux séries sont de même nature? Eh bien, elles ne sont pas nécessairement de même nature. Et si elles convergent toutes les deux, les sommes peuvent être distinctes. Nous avons cet exemple, justement, cet exemple-là. La série alternée que nous avons étudiée, elle est alternée et la valeur absolue du terme général décroît vers 0, qui est 1 sur 1, donc elle est convergente. Mais faisons un changement d'indexation, c'est-à-dire un changement de l'ordre, ce qui veut dire la bijection qui à 1 fait correspond 1, à 2 fait correspond 2, et à 3 fait correspond 4, à 4 fait correspond 3, etc. C'est-à-dire nous allons faire une sommation dans cet ordre-là. Voilà la règle générale. 1 sur 2, 1 plus 1 est déplacé pour être devant ces deux termes-là. Donc ici, 1 moins 1 demi moins 1 quart, puis l'autre 1 tiers moins 1 sixième moins 1 huitième, et le suivant, devinez qu'est-ce que c'est? 1 cinquième moins 1 sur 10 moins 1 sur 12. Et après 1 sur 7, etc. Voilà, donc nous avons fait un changement de l'ordre de terme avec une bijection qui n'est pas explicitement donnée, mais qu'on voit qu'il y a bien une bijection puisque on n'oublie aucun terme. Aucun terme. Mais l'ordre est différent. Alors cette somme, nous allons voir que c'est la moitié. Alors elle est convergente, cette série. Pourquoi elle est convergente? Eh bien, nous allons utiliser le théorème de tout à l'heure. Le terme général tend vers 0. Et je fais un regroupement. Je regroupe. Alors, que dit? Ainsi, la somme de cette série est la moitié de la somme de la première en faisant une sommation par tranche. Des tranches, des paquets qui ne dépassent pas 2 termes, en regroupant chaque terme positif avec le terme négatif qui le suit. Par exemple, on regroupe celui-ci. Et celui-ci. 1 tiers moins 1 sixième. Et celui-là. Et les autres, on les laisse comme ça. Donc, un paquet de 2, un paquet de 1 terme, un paquet de 2, un paquet de... Et ainsi de suite. La règle générale, on la voit ici. Bon, comme ça. Le 1 tiers, il est inclus ici. Mais même si je n'ai pas bien dessiné ça, donc il est inclus ici dans la sommation. Voilà. Celui-là, je le laisse tout seul, etc. Je regroupe ces termes-là aussi. Et ça, je laisse tout seul. Puis après, il y aura un terme négatif, 1 sur 2n plus 3, que je vais regrouper avec le terme suivant, un terme positif, et 1 sur 2n plus 3, que je regroupe avec le terme suivant, qui est terme négatif, etc. Donc, nous avons cette série, 1 moins 1 demi, 1 demi, 1 tiers moins 1 sixième, 1 sixième, etc. Et ici, ça donne 1 sur 2n plus 1, plus 1 sur 2 facteur de 2n plus 1, etc. Bon, cette série, est-ce qu'elle est convergente?
on fait un demi en facteur. Et on obtient la série. La même série que nous avons au départ, c'est-à-dire une série alternée, convergente, puisque le terme général tend vers 0. Alors donc cette série, elle est convergente parce qu'en faisant un regroupement de termes, on trouve une série convergente. Et n'oubliez pas le théorème que j'ai annoncé tout à l'heure, dans l'associativité. U1 tend vers 0, ce qui est le cas dans notre exemple. Le nombre des termes ne dépend pas de, puisqu'on a des paquets de 2 termes et des paquets de 1 terme. Donc elles sont de même nature. La série que nous avons retrouvée converge vers 1 demi de la somme de la série alternée au départ. Et donc celle-ci et cette série sont elles sont de même nature. Donc celle-ci, aussi a la somme 1 demi fois S. S, c'est la somme de cette série. Mais cette série et celle-là, celle-ci est obtenue juste par un changement de l'ordre d'indexation. Si vous voulez, avec ici UF de 1, UF de 2, plus etc., etc. Donc vous voyez, comme nous avons dit ici, ici, sigma de UN et sigma de UF de N ne sont pas nécessairement de même nature. Et si elles sont de même nature, et si elles convergent, leurs sommes peuvent être distinctes. Ici, elles convergent, mais de sommes distinctes. Alors, nous devons maintenant voir quelle est la condition, une condition suffisante pour que le changement de l'ordre des termes nous donne la convergence aussi pour la série obtenue par changement d'ordre de terme. Alors, définition d'abord, qu'est-ce que ça veut dire une série, comment on appelle une série obtenue par changement de l'ordre des termes? Toute série convergente dont la somme ne dépend pas de l'ordre des termes est dite commutativement convergente. Série obtenue par changement de l'ordre des termes, on l'a défini, je m'excuse là, voilà, une série, quand on a une bijection, etc., la série sigma de UFN est dite obtenue par changement de l'ordre de terme. Maintenant, la définition, c'est qu'est-ce que ça veut dire commutativement convergent? Ça veut dire vous changez l'ordre de sommation dans les sommes partielles à l'aide d'une bijection F, etc., etc. La convergence est la même, pas comme dans l'exemple précédent. Donc l'exemple précédent que j'ai donné, ce n'est pas une série commutativement convergente. Et d'ailleurs, dans la séance prochaine qui va suivre celle-ci, nous allons voir quelle est la condition pour les séries, pour qu'une série soit commutativement convergente. Sinon, je la donne tout de suite. Toute série à terme positif est commutativement convergente. Et si elle n'est pas à terme positif, il faut qu'elle soit absolument convergente pour qu'elle soit commutativement convergente. On le verra dans la prochaine fois. Maintenant, regardons ce théorème. Toute série à terme positif convergente est commutativement convergente. Rappelez-vous, notre exemple n'est pas une série à terme positif, c'est une série alternée. Le terme général, moins 1 à la puissance n plus 1 sur n. Et nous avons vu qu'elle n'est pas commutativement convergente, puisqu'en faisant un changement des termes, nous avons obtenu une série qui converge. Tout de même, elle converge, mais pas vers la même somme. Donc, elle n'est pas commutativement convergente. Et ici, commutativement convergente, c'est lorsqu'elle converge et la somme ne dépend pas de l'ordre des termes. C'est-à-dire, vous faites n'importe quel changement par une application linéaire bijective de n vers n, la somme de la série sigma u de phi de n est la même que la somme de la série sigma en. Démontrons ce théorème. Plutôt, je vous laisse regarder, sinon le cours va être très long. Donc, c'est juste que, si vous prenez une série à terme positive convergente, Sn, voilà son partiel, et F, cette bijection, alors Tn sigma de Vn va être tout simplement ceci. Donc, il va exister un P qui est le max des Fk tel que l'on est Tn inférieur à Sp.
Et comme c'est des séries, tout est positif ici, donc vous avez SP, admet une limite, elle est donc majorée par S et par conséquent, Tn est aussi, Tn est croissante, donc elle va être majorée et elle converge. Ceci montre que les sommes partielles de la série à terme positif V1 sont majorées par celle-ci, sont majorées et celle-ci est convergente. Majorée par quoi? Par la somme S, puisque nous avons une série à terme positif sigma UN, donc sa somme SP sont tous majorées par la somme S. Donc, également, les sommes partielles Tn sont majorées, les sommes partielles correspondant à Vn. Et donc, on a la convergence. Et puis, on peut démontrer aussi qu'on peut toujours intercaler Sn entre Tn, une somme T d'un indice N', et S pour donc montrer aussi que si sigma de Tn' donc converge également, vous avez Sn qui converge parce que c'est majoré par S', la somme correspondant à T et à la série sigma Vn. Donc, en fait, S et S' sont égales. Bien, on peut inverser l'ordre des termes, c'est-à-dire on peut obtenir U sigma de Un aussi à partir de sigma U phi de N F de N par une commutation qui correspond à F-1. Puisque F, c'est une bijection de N vers N, F-1 également est une bijection. Et donc, on a aussi S' inférieur à S. Maintenant, je vais aborder le produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes. Ceci est très utile lorsqu'on étudie les séries entières. Soit sigma UN et sigma Vn, deux séries numériques réelles ou complexes, absolument convergentes. Absolument convergente, ça veut dire que la série des modules sigma de module de UN converge. Donc, pour les cas réels, sigma de valeur absolue de UN converge. Je définis ce Wn, ce terme général, où vous avez ici la somme des sigma de UK Vn-K. C'est-à-dire, je somme les produits de la forme UK avec un certain M tel que la somme K plus N, M égale petit n. Alors, ceci veut dire quoi? Veut dire U0 Vn-1 plus U2 Vn-2 plus U3 Vn-3 jusqu'à UN V0. Cette série, que dit ce théorème? Si elles sont absolument convergentes, les deux séries, ici, alors sigma de Vn est aussi absolument convergente, et sa somme, c'est le produit des sommes. Voilà la démonstration, je vous laisse regarder, c'est pas très compliqué. Voilà, on démontre d'abord que les sommes partielles de sigma de valeur absolue de Wn, ou module de Wn, sont majorées par U qui est la somme de sigma valeur absolue n et V sigma de valeur absolue de Vn. Et puis, donc U c'est la somme, c'est la limite de ça, et V c'est la limite de ça. Et après, on démontre qu'il y a en fait égalité. La somme de sigma de Vn est égale à la somme. Voilà, on démontre ceci. Ça, c'est le produit de Cauchy. Très utile, surtout lorsqu'on abordera le chapitre des séries entières. Alors, dans un prochain cours, je vais aborder la notion de famille sommable. Alors, cette notion de famille sommable généralise la notion de sommabilité selon les séries numériques, mais là, vous allez voir que dans la sommabilité, les sommes partielles sont définies dans n'importe quel ordre, pas dans une indexation. Et d'ailleurs, famille sommable, c'est des familles comme leur nom l'indique, qui ne sont pas forcément indexées par un. Ça peut être indexé par n'importe quel ensemble. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.